pour le coup, je vais repartir sans m'attarder. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Sans m'attarder donc de ce clivage, de cette approche dichotomique des dynamiques territoriales en termes de métropole d'une part et de territoire d'autre part. Voilà, et de la dramatisation du clivage qu'il y a entre ces deux figures et des effets de cette dramatisation, y compris en termes de stigmatisation territoriale, de dévalorisation, comme que vient de le dire Hélène. Et puis, je voudrais ouvrir sur une proposition que je trouve stimulante, à laquelle m'a conduite alors même si vous allez la trouver sans doute très surplombante, mais on essayera de réatterrir pour le coup, en tout cas un concept qui a été non pas initié par un géographe états-unien, qui est un personnage qui a été récemment rencontré par des collègues présents dans la salle, Philippe Neal. Je dirais de nouveau un petit mot tout à l'heure, et qui mobilise une vieille notion de géographie qui est l'interland, donc qui renvoie à une géographie économique assez classique, et auquel lui donne bien évidemment un autre sens. Donc Hélène a dit l'essentiel du point de vue d'où je parle pour le coup. Et donc en démarrant sur cette idée, mais je crois vraiment que il faut s'en occuper d'une certaine manière, puisque malgré le nombre, l'ampleur des travaux de recherche qui la relativise, qui la conteste, ce matin on y est encore revenu, il reste quand même assez surprenant de constater la prégnance de ce clivage entre métropole et territoire, qui a même été récemment et violemment, je dirais, remis sur le divan le divan de la scène. Pas d'interprétation psychanalytique, surtout sur ce qui va suivre, puisque je voulais parler du discours de politique générale du Premier ministre, et qui donc a mentionné, encore une fois, si je puis dire ça comme ça, le gouffre qui séparerait les métropoles et le dit désert français. Donc cette mention a été largement combattue sur les réseaux sociaux. Évidemment, Hélène y a fait aussi allusion ce matin. Tout ceci est faux. Voilà, Arnaud Brento de Rouen s'est exprimé. Achille Varnan, que j'ai perdu de vue, qui est peut-être quelque part par là aussi, pour dire combien eh bien, la référence à cette dichotomie et la référence à cet ouvrage Paris et le désert français 1947, eh bien, il y avait quand même, et je vais y insister avec eux, un véritable besoin de rupture avec cette référence racornie, même si elle a été rendue peu à peu acceptable, mais au fond inadéquate aux réalités contemporaines et politiquement délétères. Voilà, donc ce débat dichotomique, Hélène l'a rappelé aussi, les métropoles et ça a été rappelé dans les débats, les métropoles sont devenues barbares, les petites villes sont enchantées ou méprisées, voilà, avec parfois une espèce de fascination pour les ruines qu'on a connues plutôt il y a une quinzaine d'années, concernant les villes américaines de la Rust Belt. Ce débat dichotomique existe bien, il est aussi véhiculé par cette expression de France périphérique. Je crois qu'Hélène, tu l'as mentionné aussi de nouveau ce matin, donc portée par Christophe Guilluy depuis 2014, avec un ouvrage certes qualifié d'essai, mais qui porte ce titre de La France périphérique, comment on a sacrifié les classes populaires. Donc c'est toujours bizarre d'emprunter ce pronom impersonnel, et évidemment cette thèse-là a fait de nombreuses critiques sur l'objet de nombreuses critiques sur la réalité du phénomène, sur sa spatialisation, et puis également à son explicite référence à des populations blanches périphérisées pour le coup.
Et on voit bien que cette dichotomie, on a du mal à s'en séparer quand même chez Popsu, je vais dire ça comme ça, puisque même si les programmes Popsu Métropole d'une part et Popsu Territoire ne sont plus en regard l'un de l'autre au profit donc, du changement de nom du premier pour Popsu Transition, il y a encore cette notion de territoire hors des métropoles qui me laisse quand même traîner un peu de cette pensée duale qui me paraît à discuter sans rejoindre pour autant, ça c'est un avertissement d'Hélène hier soir, sans rejoindre pour autant les partisans de l'analyse du tout urbain. Il n'y aurait plus aucun territoire à l'échelle planétaire qui échapperait aux influences de l'urbanisation généralisée, banalisant d'une certaine manière toute cette diversité que l'on connaît à diverses échelles. Donc il me semble que il faut continuer à combattre ce clivage qui reste bien installé, et puis peut-être aussi, en tout cas, se refuser parfois quelques facilités, je vais dire ça comme ça, à utiliser le terme commode et omniprésent de territoire, pour le coup, parce qu'il me semble que celui-ci tient parfois à distance les habitants, les acteurs de ces sociétés locales. Il me semble aussi qu'il contribue à c'est un nouveau verbe, je ne vais pas y arriver, périmétriser, je peux dire ça comme ça? Hein, ça fait sens. Les enjeux, qu'il amalgame aussi des situations qui sont variées, et qu'au fond, il dépolitise, me semble-t-il, un certain nombre de choses. C'est d'ailleurs discuté, hein, Benoît Coquart. Alors je vais faire référence évidemment 15 fois au dernier numéro de Mouvement sur les politiques des territoires délaissés, mais je ne sais plus si c'est dans la table ronde ou dans son propos, ou peut-être dans l'introduction de son ouvrage, mais Benoît Coquart mentionne que lui n'aime pas du tout ce terme de territoire, et qu'il préfère parler d'espaces sociaux pour le coup, ce qui paraît remettre là aussi les acteurs, les habitants, peut-être humains et non humains, on en discutera, sur le devant de la scène. Donc pour le coup, une dichotomie bien installée, mais qu'il est nécessaire de redistribuer, si je puis dire ça comme ça. Alors cette redistribution, elle a déjà commencé, hein. Personne, évidemment, ne m'a attendu, en tout cas pour ma part, et ça fait aussi un peu référence à cette expérience de Popsu Territoire à Rive de Gier. Alors je vais faire comme Renaud qui dit, vous ne connaissez peut-être pas Rive de Gier. Si, toi tu connais Rive de Gier, mais vous ne connaissez peut-être pas Gourdon. Voilà. Donc Rive de Gier, qui est une petite ville de 15 000 habitants, sous double influence métropolitaine, Lyon et Saint-Étienne. C'est pas la peine que je développe, tout le monde connaît Rive de Gier. Oui, c'est dingue. Pour le coup, en tout cas, c'est dans cette petite ville qu'on a donc conduit la recherche Popsu Territoire, dans une petite ville dans laquelle vous reconnaîtrez sans doute des caractéristiques qui ont été évoquées ce matin. Il y a une histoire industrielle extrêmement forte et longue à Rive de Gier, pour le coup, à une histoire d'investissement de l'État. C'est un fil important, aussi qui se déroule dans le temps long, pour le coup, avec des premiers investissements qui ont été destinés à permettre la mise en valeur, à cette époque-là, en tout cas, la valorisation du charbon, de l'exploitation charbonnière, avec la création d'un canal dans les années 1772, avec un certain nombre d'équipements, des contributions à la voie de chemin de fer, et la mise en place de tout un arsenal d'instruments d'action publique, dirait-on aujourd'hui, pour permettre la mise en exploitation industrielle de ce charbon. Cet État, il a été aussi présent dans la phase de désindustrialisation. Vous voyez, je ne vous fais pas toute l'histoire de Rive de Gier, ça prendrait trop de temps.
à divers titres. Après la Seconde Guerre mondiale, c'est sous l'égide de l'État que se réorganise la sidérurgie, la métallurgie, avec des effets locaux extrêmement importants et déstructurants pour le coup. Donc l'idée de remettre aussi sur le devant de la scène les choix économiques et politiques qui sont faits à certains moments, et un État qui a aussi contribué à bâtir une autoroute, à couvrir la rivière qui traverse toujours la ville. Malheureusement, en mi-octobre dernier, cette rivière qui n'est jamais oubliée est quand même devenue sur le devant de la Seine, avec des inondations assez dramatiques qui ont affecté profondément le centre-ville de Rive-de-Gier. Donc pour le coup, quelques éléments pour simplement planter le décor de cette petite ville doublement métropolisée, si je puis dire ça comme ça, et qui pourtant, dans son territoire communal, est-ce la bonne lentille, mais je pourrais étendre ce développement à la vallée du Gier dans son ensemble, est un territoire fortement ségrégé entre fonds de vallée occupés par les centralités traditionnelles et les coteaux péri-urbanisés, avec un clivage social extrêmement fort, des classes populaires paupérisées, racisées au centre-ville traditionnel, et puis des classes, les petits moyens, parfois des classes supérieures, dans les lotissements qui ont été développés depuis l'entre-deux-guerres, mais plus fortement depuis les années 1990, avec une stratégie, pour le coup, de conversion résidentielle ou de reconversion résidentielle, si on veut faire écho au vocabulaire des politiques étatiques. Donc un espace doublement métropolisé où les inégalités socio-économiques sont extrêmement fortes, où la stigmatisation du centre-ville est importante, malgré la présence au centre-ville d'équipements culturels et d'une relative vivacité commerciale, pour le coup. Donc un territoire qui a été profondément transformé par les logiques de la métropolisation, avec par exemple le développement de centralités secondaires autour des échangeurs autoroutiers qui parcourent la vallée et font le lien entre les deux métropoles. Cette vallée du Gier qui est très souvent et beaucoup trop simplement qualifiée de trait d'union entre les deux métropoles. Et donc ces centralités secondaires qui détournent aussi, qui constituent une des formes de détournement de la centralité traditionnelle, qui est laissée à son rôle de centralité populaire pour le coup. Donc on voit bien, c'est un cas. Ce matin, il a été fait allusion à d'autres, qu'on ne cesse de remettre en cause en fait cette approche et cette représentation binaire des métropoles et des territoires de l'autre, d'une certaine manière, et qu'on a en fait des assemblages, alors qui sont que l'on peut qualifier différemment selon les situations, hein, mais pour ce qui concerne Rive-de-Gier, eh bien un assemblage territorial varié, ségrégé, fragmenté, et dont les habitants ont des places variées dans le fonctionnement doublement métropolitain que j'évoque trop rapidement. Alors tout ça n'est pas sans politique, sans réponse publique, hein, bien sûr, des projets en rue, et tout ce qu'il faudrait en dire, et aussi des diminutions de services publics extrêmement fortes, dans un contexte où, eh bien, en ce qui concerne la rénovation urbaine, en tout cas, on reste pris dans des paradigmes qui restent développementalistes. Il faut faire plus, il faut faire mieux, pour les habitants déjà là, certes, et aussi pour les classes moyennes lyonnaises, pour beaucoup, que la municipalité et sans doute pour une part le pouvoir métropolitain souhaitent attirer dans ces petites villes.
Voilà, donc un cas d'étude un peu frappant, en tout cas pour nous, qui, dans l'expérience de la recherche et en y retournant régulièrement, n'empêche pas du tout ces sociabilités vivaces, bien présentes, socialement sélectives néanmoins, et largement structurées par les rapports sociaux de race. Donc, c'est ce cas-là qui m'a amené à la lecture dont je voudrais vous parler maintenant, la lecture donc, de cet ouvrage qui s'appelle Interland de Phil Neal. J'avais un petit diaporama que je n'ai pas finalisé, donc voilà. Et qui s'intitule, pour le coup, Interland, nouveau paysage de classe et de conflits aux États-Unis. C'est un ouvrage qui a été publié en 2018 et traduit en français en 2020. Donc on est plutôt dans une histoire assez récente, post, en tout cas, la première élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis. Donc, ce que nous raconte Néel dans cet ouvrage, c'est diablement intéressant, et comme l'est l'entretien qui a été publié dans Mouvement, dont je conseille la lecture. Donc, pas de grandes leçons de géographie à faire ici, mais donc c'est un terme qui vient de l'allemand, inter derrière, land terre pays, et que l'on traduit traditionnellement en français comme arrière-pays, et en géographie économique, c'est souvent appliqué au port, voilà, l'interland d'un port, l'interland même d'une ville, pour le coup, c'est aussi utilisé en géographie urbaine pour décrire l'ensemble des espaces commandés sous le pouvoir de commandement d'une ville. Donc cet auteur, qui est jeune, qui est géographe, pour le coup, un géographe d'expérience, presque d'expérience multiple, qui est voyageur, qui situe son terrain principal, mais sans exclusif du tout, dans les États de la côte pacifique des États-Unis. Il a grandi, lui, entre Portland et San Francisco, aux confins des États de Californie et d'Oregon, dans une région très rurale pour le coup, et il développe une expérience de recherche située, comme nous le demande, comme nous le pratiquons dans PopSu, je crois, même si c'est de manière courte, même si c'est de manière trop courte, voilà, et dans des conditions de recherche que Johan a rappelé aussi ce matin, pour le coup. Donc, il travaille dans cette région de Seattle, dont l'histoire urbaine est aussi celle d'un carrefour extrêmement logistique, extrêmement fort entre les États-Unis et l'Asie, ce qui a peut-être généré dans son esprit cette appropriation ou actualisation de la notion d'interland. Donc pour lui, un interland, c'est là peut-être que j'aurais quand même été aidée par un petit PowerPoint, désigne les zones urbaines et non urbaines, périurbaines et non urbaines, qui fonctionnent comme des zones subsidiaires pour le capital mondial, et pour les villes des environs. Donc, sa manière de définir Interland montre bien que ces secteurs-là, ces zones, ces espaces ne sont pas extérieurs ou totalement déconnectés des logiques économiques du capitalisme mondialisé et néolibéralisé. Elles sont intégrées, et je crois que c'est quand même important de s'en rappeler, de manière subsidiaire, subalterne, si l'on veut, dans le processus de production globale. Ce qui est intéressant dans ce concept-là, me semble-t-il, c'est que c'est un concept dynamique, c'est un concept global qui permet de qualifier des espaces qui sont formellement différents en insistant sur des formes d'intégration de ces espaces dans le capitalisme planétaire. Donc bien sûr, dans sa démonstration, il est question d'espaces qui sont géométriquement éloignés des cœurs métropolitains pour le coup, mais il parle aussi d'autres espaces, parce que la conception de l'espace qui sous-tend cette notion d'interland, elle est presque fractale, je crois que c'est un terme qu'il emploie dans l'entretien de Mouvement. Elle est multiscalaire en même temps,
si je puis dire, et que cette idée que l'Interland est global et qu'il passe à la fois par des banlieues résidentielles, des campagnes chinoises, par les bourgs espagnols désertés de la Serrania Celtibérica de Paolo Cerda et par les ruralités ou les petites villes, ça me semble quelque chose qui est assez intéressant à retenir. Enfin, en tout cas, à travailler avec. Voilà. Et pour détailler un tout petit peu ce qu'il développe, il différencie en fait deux types d'interland, ce qu'il appelle l'interland lointain et l'interland proche. Donc il met bien lui aussi de la distance pour le coup géographique. Mais avec voilà, peut-être quelques surprises néanmoins, puisque il qualifie, ou en tout cas il intègre dans son interland lointain des espaces, des villes, des territoires, si l'on veut, qui continuent à subir la longue crise qui a été initiée donc, dans les années 70, dans lesquelles sont rentrés les pays du Nord à cette époque-là, alors qui est décrite par des processus sur lesquels je ne reviens pas, mais voilà, de la destruction des emplois industriels, des formes d'endettement public, une forme de crise du capitalisme, pour le dire vite. Et donc ces territoires où l'État n'investit plus, mais peut-être c'est trop caricatural de le dire comme ça, où l'État plutôt investit dans des modalités minimales, les aides sociales aux personnes quand il y en a, ou dans des modalités spécifiques, par exemple en accompagnant, en facilitant la reprise de l'extraction minière, en facilitant par exemple la construction de prisons qui fournissent aussi des emplois dans ces petites villes rurales, si je puis dire ça comme ça. Je parle toujours des États-Unis. Donc ce sont à la fois pour le coup des villes d'ancienne industrialisation, Baltimore, Détroit, Cleveland, pour le coup, et ce sont aussi des territoires ruraux éloignés, comme ceux dans lesquels il a grandi et dans lesquels il montre dans cet ouvrage-là que réémerge parfois une économie de troc, mais je crois qu'on pourrait en parler aussi pour certains territoires européens et français, et dans lesquels prospèrent, là je préfère repartir aux États-Unis pour des groupes séditieux, religieux, autonomistes, qui offrent parfois des services de base aux populations qui restent, si je puis dire ça comme ça, et qui fabriquent donc des micro-communautés féodalisées. Hein, c'est peut-être comme ça que l'on pourrait, enfin que certains auteurs en parlent en tout cas. Et c'est aussi, pour le coup, dans ces territoires ruraux que prennent place des luttes peu visibles, celles qui sont par exemple menées par les natifs américains pour se réapproprier leurs terres et leur rapport au vivant. Interland lointain, interland proche, et donc auquel il s'intéresse particulièrement parce qu'il considère que c'est là que les rapports de force, ces fameux conflits de classe dont le titre porte la trace, sont les plus aiguisés d'une certaine manière, ce sont les lieux les plus intenses des conflits de classe. Et cet interland proche, c'est pour lui les franges américaines, les banlieues périphériques. Alors, voilà, je reprécise effectivement que ce terme-là et les logiques de production des villes ne sont pas les mêmes aux États-Unis et ici et en Europe. Donc la banlieue renvoie aux suburbs et on pourrait en dire plein de choses, mais en tout cas, c'est bien dans ces espaces périphériques, franges, banlieues qui bordent chaque ville américaine que se trouve pour lui cet interland proche qui est pour le coup, qu'il finit par définir comme une zone exclue du noyau d'accumulation et de consommation qui est réservé, si je puis dire ça comme ça, au cœur métropolitain. Il intègre aussi dans cette réflexion une dimension des représentations, pas des images dont on a parlé ce matin, mais plutôt des
des représentations, puisqu'il y a aussi dans ces luttes une dimension symbolique, hein, d'une certaine manière, avec ces centres-villes qui sont devenus réellement et aussi symboliquement des réceptacles, des lieux d'accueil pour les créatifs et les gouvernants, c'est à peu près, ou les administrateurs, c'est comme ça qu'ils s'expriment. Et l'Interland, eh bien, c'est tout ce qui est renié, rejeté par cette configuration, là. Voilà, j'ai pris le temps de décrire un petit peu en terminant l'idée, avec cette idée que dans l'Interland proche habitent des gens, des personnes qui, au-delà donc là je le cite pour le coup, au-delà des murs de la ville centrale et de ceux qui affluent depuis les nouvelles périphéries Pau pour faire fonctionner les rouages intérieurs et dissimuler, ce sont ces propos. Ce qu'il y a d'intéressant, j'essaye de rebasculer maintenant, ce qu'il y a d'intéressant dans ce concept, c'est que, pour moi en tout cas, et peut-être c'est ça aussi qui vous a intéressé, mais on peut bien sûr en discuter, c'est qu'il n'encapsule pas les réalités territoriales dans une seule forme, pour le coup. Il fait pleinement place, y compris dans son Interland lointain, aux histoires, aux dynamiques démographiques, aux situations socio-économiques et aux choix politiques locaux, d'une certaine manière. C'est aussi, me semble-t-il, qu'il inscrit, donc que Phil Neal inscrit clairement la production de ces espaces dans les logiques du capitalisme mondialisé et néolibéralisé, et que dans ce cadre, l'Interland a des rôles. Il a le rôle d'accueillir les espaces d'activité dégradés, il a le rôle d'accueillir, il peut avoir le rôle, il n'y a rien de prescriptif, de populations indésirables. Il peut avoir le rôle d'être un territoire serviciel, comme tu l'évoquais, Hélène, ce matin, pour quantité de fonctions énergétiques ou agricoles. Il a le rôle, pour lui, de huiler, c'est une nouvelle citation, la production non plus industrielle et manufacturière, mais sociale, globale, d'une certaine manière. Voilà. Et il me semble que... j'avais un troisième argument, mais je le trouve fragile, alors je verrai si j'arrive à le défendre. Et il me semble qu'il oblige aussi, alors ça ne veut pas dire qu'on ne va plus parler de territoire et qu'on va tous parler d'Interland, mais il me semble que ce terme-là, il oblige aussi à l'analyse à une plus grande complexité que parfois les expressions que l'on utilise de marge, par exemple, et il conteste ça dans l'article, ou d'espace délaissé, question de point de vue, et aussi, pour moi, une vigilance sur ces catégorisations qui, dans la situation où on est d'assimilation entre les espaces et leurs habitants, d'une certaine manière, de fait, désigne aussi les populations qui habitent et pour lesquelles je trouve, en me référant à ce qui a été raconté ce matin, c'est aussi un peu compliqué d'être désigné comme délaissé, que d'être désigné abandonné quand on vit et qu'on vit parfois plutôt correctement dans je néglige rien, je ne jette pas le bébé avec l'eau du bain quand je dis ça, hein, je sais très bien qu'il y a des situations très difficiles. Mais en tout cas, il me semble que penser que des espaces sont abandonnés, négligés, délaissés pour servir le système global, ça me semble assez fructueux pour plusieurs raisons. Et je vais finir d'atterrir, je vais être en fait hyper courte, donc je vais regagner le temps. La première raison, c'est montrer, et il me semble que c'est important de replacer cette focale-là, de montrer la puissance des processus de sélection socio-spatiale d'une certaine manière, qui sont portés par les acteurs comme ça, et par les logiques du capitalisme tel qu'il fonctionne aujourd'hui. Deuxième raison pour laquelle ça me semble fructueux, c'est de poser lourdement la question du rôle des politiques publiques diverses
et du rôle de l'État. Là aussi, on en a beaucoup parlé dans la table ronde fort intéressante de ce matin, et on voit bien que parfois, souvent, point d'interrogation, l'État donc continue à désigner de manière générique, les États font d'un côté ce qu'ils défendent de l'autre dans la même situation, que cela concerne le logement social, les écoles ou les hôpitaux, par exemple. La troisième raison, en tout cas à laquelle moi je me suis sentie invitée d'une certaine manière, c'est aussi de ne pas seulement se laisser prendre par tout ça, mais d'effectuer ce travail fin de connaissance des sociétés locales par des travaux de recherche situés dans le temps long, donc ce qui pose bien évidemment la question aussi des conditions de possibilité de cette recherche associée aux acteurs locaux, et donc d'être attentif déjà là, aux personnes, aux habitants, aux groupes sociaux, aux alliances déjà là. Je trouve que le travail de Benoît Coquart, j'ai un doute sur le prénom, c'est bien ça, témoigne particulièrement bien de ça, donc des initiatives de ces habitants déjà là, de l'intensité de leur sociabilité, des investissements locaux aussi, modestes parfois, sur lesquels il me paraît aussi intéressant de se pencher, en tout cas de les considérer. Pour le coup, ce matin dans la salle, il y avait une collègue, Catherine Gauthier, qui a fait un travail à Ambert et autres territoires sur les kebabs, pour le coup. Mais il me semble que là aussi, dans ces commerces qui sont souvent indésirés, dans un certain nombre de villes, il y a des logiques d'investissement, des flux, des circulations qu'il serait aussi intéressant de mieux connaître, pour le coup. Et au final, eh bien, il semble que cette notion, alors j'ai bien conscience qu'elle n'est pas une notion pragmatique, opérationnelle, et qu'on continuera à employer territoire hors des métropoles, etc. Mais en tout cas, il me semble que se souvenir de temps en temps que de cette approche-là, ça peut contribuer aussi à politiser, non pas les territoires, mais bien ce dont il a été fortement question ce matin, c'est-à-dire la capacité sociale, politique des habitants, des élus et autres acteurs économiques, quels qu'ils soient, de ces territoires dans le contexte où l'on est aujourd'hui, de devoir faire avec l'existant, de devoir faire avec moins, ou de devoir faire moins, même pour le coup, ça n'est pas tout à fait la même chose. Voilà, quelle était ma proposition de lecture qui nous a un peu sorti des terrains. Merci. Merci Christelle. On a le temps pour une ou deux petites questions. On essaye de faire rapide sur les questions, s'il vous plaît, parce qu'on est en retard. Oui, donc vous avez porté votre regard sur Rive de Gier. Oui. Deux villes se font presque face à face, avec les mêmes problématiques. C'est Givors et Rive de Gier. Deux villes de la vallée. Et quand j'étais lyonnais, j'ai habité sur le plateau, à Mornan, une ville CSP+, banlieue résidentielle de l'ouest lyonnais. Et cette question me pose la question, est-ce que Givors s'est sauvé en intégrant la métropole et que Rive de Gier, malheureusement, n'a pas eu cette alternative pour faire évoluer les choses? Les questions racialisées, c'est la même chose à Givors qu'à Rive de Gier, sauf que maintenant, la banlieue, elle est dans la métropole. Et donc ça m'interpelle sur la question aussi des définitions. Vous avez parlé d'Interland, ça me plaît bien ça, Interland. Mais je me dis, est-ce que l'Interland, c'est le périrural et le périurbain?
Et sur cette question aussi des délimitations des territoires, est-ce que le biorégionalisme vous dit quelque chose ou pas? Avec deux écoles différentes en France, une avec Thierry Pacaud et l'autre avec Guillaume Faburel. Ah, ça faisait longtemps. Et la question? Le biorégionalisme, est-ce que c'est quelque chose? Vous êtes géographe. Et vous avez donné des exemples américains, donc le biorégionalisme vient des États-Unis. Est-ce qu'on aura une autre question? Oui, j'ai l'impression, dans ce que tu présentais là, j'ai l'impression que cette notion d'interland, elle fonctionne quand on regarde depuis le centre. Mais j'ai du mal à considérer que ça soit symétrique. Alors, depuis la périphérie, une grande agglomération peut dire son interland de manière relativement légitime. Un territoire éloigné a beaucoup plus de mal à dire je suis dans l'interland 2. Et après, j'avais deux autres aspects qui me posaient un peu question. C'était l'impression que ça a occulté la dimension. Parce que Interland, implicitement, il y a l'idée de continuité spatiale, d'isotrope, etc. Et du coup, il y a la dimension réticulaire qui, je pense au cas de Gourdon avec sa gare, ou un autre exemple qu'on a évoqué ce matin, qui est par exemple les étudiants qui peuvent venir de territoires éloignés et qui vont dans la métropole, qui est à revenir à la trentaine, mais qui chantent en fait toute la dimension, tout l'espace entre leurs communes d'origine et la métropole, en fait, n'existe pas, et n'a d'une certaine manière pas d'importance. Et donc on est uniquement sur des histoires de réseau. Ce sont deux questions pas simples. La manière, je vais y arriver. Non, pour le coup, je trouve que ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a pas du tout sa conception de l'interland. C'est vraiment quelque chose qui ne je sais pas bien, c'est fractal. Il le dit comme ça. Donc du coup, c'est pas simplement ce gradient de distance par rapport au cœur métropolitain et jusqu'aux territoires ruraux les plus éloignés. Il résonne en même temps, j'ai envie de dire, à différentes échelles. L'échelle globale, pour le coup, l'échelle métropolitaine, voilà, c'est multiple. Il y a pas. Il y a toujours une idée de continuité. Eh bien, pas toujours, puisque dans y compris tout contre le cœur métropolitain, si je puis dire ça comme ça, je pense que dans la manière dont il repère les choses des personnes, des groupes qui sont impliqués dans ces circuits d'accumulation et de consommation et de richesse, on voit bien que dans le fonctionnement des métropoles, il y a aussi des métropoles, je les réifie aussi à ma manière, mais il y a aussi des personnes, des micros espaces qui ne participent pas du tout à ces logiques d'accumulation et de consommation et qui sont pour autant complètement indispensables aux espaces où s'accumulent et se consomment. Donc après, effectivement, il me semble qu'on est là dans quelque chose pour le coup, de très systémique et de plus intéressant que cette pensée en territoire simplement. Je ne sais pas si j'arrive tout à fait bien à m'expliquer jusqu'au bout. Pour rester dans les... Alors, est-ce que Givors est sauvé par le fait d'être dans la métropole de Lyon contre Rive de Gier, qui serait resté dans la métropole administrative, cette fois, de Saint-Étienne, parce qu'on ne parle pas de la même chose entre la métropolisation géoéconomique et puis les périmètres, pour le coup, administratifs des métropoles. Donc là aussi, il y a eu beaucoup de confusion en la matière. Donc Givors, comme Rive de Gier, participe de l'ère métropolitaine lyonno-stéphanoise avec des flux de personnes qui sont dans ce fonctionnement métropolitain. Et après, fonctionnellement, institutionnellement, effectivement, elles sont dans l'une et l'autre des métropoles, dont une qui sont aussi asymétriques pour plein de raisons.
y compris institutionnelle, puisque l'une est une collectivité locale et l'autre pas. Pour le coup. Donc ça fait déjà une sacrée différence que du côté de la métropole de Lyon, il y ait la possibilité d'articuler des politiques urbaines, des politiques sociales, pour le coup, ce qui de l'autre côté n'est pas le cas. Après, Rive de Gier a été historiquement tenté aussi de regarder du côté de la métropole institutionnelle de Lyon, pour le coup. Je ne suis pas sûre que tout soit déterminant là-dedans, même si la métropole de Lyon a installé à Givors une mission territoriale spécifique pour le coup. Et avant d'en venir à la rivière, peut-être à la biorégion, il y avait une étape supplémentaire qui m'échappe là, mais bon, tant pis, je la retrouverai peut-être en tout cas, oui, il y a des dynamiques socio-économiques, sinon complètement analogues, sinon similaires, mais analogues. Et peut-être que dans cette condition intermétropolitaine qui est celle des habitants de Givors, de Rive de Gier, de la vallée dans son ensemble, il y a aussi des possibilités de retravailler les périmètres d'aménagement, les périmètres administratifs, effectivement, en considérant la rivière qui les assemble d'une certaine manière. Alors biorégion, je ne sais pas. En tout cas, ce que je peux voir, c'est que ça fabrique du commun quand même, cette rivière, y compris négatif avec les inondations. C'est la première chose. Et que je vois à Rive de Gier, la rivière découverte d'une certaine manière, donc une rivière qui a été, comme d'autres ressources dans la région, exploitée et qui est partiellement découverte. L'enjeu de sa découverture est entre autres un enjeu et fondamentalement à cette heure un enjeu de gestion des inondations, mais la rivière découverte, c'est un vecteur, me semble-t-il, de changement profond de cette petite ville et peut-être une possibilité de trouver ici un espace, peut-être un peu naïf de le dire comme ça, mais un espace de redistribution justement de ces groupes sociaux extrêmement ségrégés, parce que la nouvelle liberté donnée à la rivière découverte, ou en tout cas canalisée à cet endroit-là, c'est quelque chose qui renouvelle complètement le fonctionnement de la centralité de Rive de Gier.